Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Bonsoir la cryptosphère et on débute direct avec notre Fear and Greed Index côté crypto qui se trouve à 58, toujours dans la zone de grid. Du côté des marchés US, on flirte toujours entre la zone de grid et l'extrême grid, aujourd'hui à 74. Bon, aujourd'hui mon extrait va être plutôt concis parce qu'il me semble que le zap va être plutôt consistant. J'étais en forme, faut le dire. Je vous rappelle que vous avez tous les timecodes dans la description sous la vidéo pour naviguer beaucoup plus rapidement. Et ainsi regarder les infos qui vous intéressent le plus. Dernière petite chose, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toute la communauté au sein d'un groupe Telegram qui s'appelle le Zap du Coin. Je vous mets le lien en haut à droite. Vous y retrouverez toute la communauté de zappeurs et de zappeuses, mais également celle du Café du Coin, ainsi que ses 3 présentateurs fétiches. Sur ce, vous pouvez vous installer confortablement. Votre zap va commencer. Je vous souhaite une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. Ton entourage est important. Tu vas te retrouver confronté à une chose que l'on a tous connue. J'ai longtemps fait profil bas auprès de ma famille, de mes amis, de mes collègues de boulot, sur ce que je faisais, sur ce que je mettais en place. Pourquoi ? Parce que j'ai essayé de partager ma passion. Mais si tu savais les critiques que j'ai eues, des critiques par des gens pathogènes qui n'y connaissent rien et qui pourtant savent tout. Ouais, je suis sûr que t'as les mêmes autour de toi. Alors ça, c'est douloureux à faire, mais entoure-toi utile. Trie tes relations, trie tes amis, ton entourage. Je te dis pas d'exclure tout le monde, de couper les ponts. Peut-être simplement éviter certains sujets avec certaines personnes ou réduire le temps passé avec certains pour passer davantage de temps avec des gens qui vont te faire grandir. Ceux qui veulent nous tirer vers le bas vont te dire « tu as changé, on te reconnaît plus ». C'est normal. Enfin, c'est pas vraiment normal, mais c'est ce qui va t'arriver. Personne ne va t'aider, tu es seul dans tes échecs et dans tes victoires. Je suis convaincu que nous avons tous la possibilité de faire quelque chose d'exceptionnel, que nous pouvons devenir milliardaires, artistes reconnus ou sportifs de haut niveau. Il suffit de trouver ce qui nous éclate, ce qui nous fait vibrer. Et tu vas le trouver en faisant, en passant à l'action. Notre vie est le résultat d'une somme d'actions, pas d'une action exceptionnelle, mais d'une somme d'actions. La répétition des actions, la prise en compte des échecs et des réussites feront augmenter notre confiance et nos connaissances. Non, le code du Bitcoin n'est pas contrôlé par les développeurs ni par qui que ce soit. On voit bien que c'est son réseau de nœuds qui rend Bitcoin antifragile, et d'ailleurs c'est pour ça que c'est très important d'avoir une taille de bloc sur la blockchain qui soit suffisamment petite pour qu'un grand nombre de personnes puissent facilement faire tourner un nœud chez eux. Mais en fait, vous n'avez pas besoin de me croire sur parole par rapport à cette notion d'antifragilité. Cette théorie a déjà été prouvée valide dans l'histoire de Bitcoin, notamment pendant la période qu'on appelle aujourd'hui la guerre de la taille des blocs. En 2017, un certain nombre d'entreprises de minage, des gros exchanges crypto comme Coinbase et d'autres gros acteurs de l'industrie crypto ont essayé de modifier Bitcoin d'une façon directe en augmentant grandement la taille des blocs dans le code. Sauf qu'une augmentation trop rapide de la taille des blocs risquait de contribuer à diminuer la décentralisation future du réseau. Et ça risquait justement au passage d'augmenter le pouvoir des grosses entreprises sur le réseau Bitcoin. La communauté Bitcoin et la plupart des détenteurs de nœuds Bitcoin ont donc refusé ce changement parce qu'ils ont estimé qu'il était plus important de maintenir un niveau de décentralisation aussi élevé que possible plutôt que d'augmenter la taille des blocs et donc la performance du réseau. Et donc pour se révolter, tout ce qu'ils ont eu à faire, c'était de ne pas installer la nouvelle version du code de Bitcoin qui avait été proposée. Et les attaquants qui ont voulu mettre la pression pour faire passer cette modification se sont retrouvés avec un fork de Bitcoin qui s'appelle aujourd'hui Bitcoin Cash et que pratiquement personne n'utilise. D'ailleurs, c'est un sujet très intéressant, donc si vous voulez une vidéo détaillée sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. La Chine distribue 26,6 millions en yuan numériques. Alors moi je vous parle tout le temps un petit peu de la suivre comme ça, vous avez bien compris que je suis pas anti-chinois parce que j'ai fait tout mon travail pendant des années avec la Chine et tout, et que je connais très très bien les Chinois, je connais pas trop mal la Chine on va dire, je sais comment ils réagissent, comment ils font, il faut les suivre, ils sont loin d'être stupides, ils sont loin de faire, ils sont loin d'être stupides, hein. Et moi je dirais même que le comportement qu'ils vont avoir avec les monnaies numériques, hein, donc la monnaie du pays, ça va nous retomber sur la tête dans quelques années, on va faire exactement la même chose. Donc c'est très important d'aller suivre tout ce qui se passe là-bas, de quelle manière ils arrivent à régler tout ce genre de problème avec leur monnaie numérique d'État évidemment, hein. Allez, on avance, on aura aussi la MNBC, la plus grande chaîne de magasins en Inde, adopte l'e-rupee. Donc ça, on va, même combat, hein, même chose, hein.
la Chine, l'Inde, etc., etc. Plein de pays vont arriver à ça. Et encore, la grande question, je vous mets les liens, vous allez lire tout ça si vous en avez envie. La grande question, c'est comment la monnaie numérique d'État, des banques, etc., va nous manger, quoi, un peu, va manger la DeFi. Quand je parle de CBDC avec les banques commerciales, leur premier sujet, c'est la désintermédiation. Elles savent très bien que demain, s'il y a un euro numérique accessible au retail, donc supposons que ce soit faisable, mais supposons que ce soit faisable, si moi je peux accéder à de l'argent banque centrale, en fait je me casse de la banque commerciale. Et donc je crée un bank run. Ouais. Puisque les banques commerciales n'ont absolument pas de quoi donner l'argent à tous ceux qui ont de l'argent chez eux. Donc, comme j'ai pas envie de créer de bank run en tant que banque commerciale, qu'est-ce qu'on a ? On a Christine Lagarde qui arrive et qui fait « Ok, j'ai compris, on va mettre des caps. » On va dire, vous ne pourrez pas avoir plus de, alors je ne sais plus combien elle a mentionné, de mémoire c'est 2 ou 3 000 euros, vous ne pourrez pas avoir plus de 2 ou 3 000 euros en monnaie numérique de banque centrale. Ok, donc ça veut dire déjà qu'il y a quelqu'un qui doit décider du cap et quelqu'un qui doit le mettre en place. C'est-à-dire faire en sorte qu'on ne puisse pas dépasser ce cap. Ah, tu me diras comment on fait, mais en règle générale, si on peut contrôler ce genre de truc, ça veut dire qu'on peut contrôler plus de choses. Ensuite, on va lui dire, ouais mais attendez, parce qu'effectivement, s'il y a des caps, ça ne va pas empêcher les gens quand même de barrer une partie substantielle de leur épargne. Parce que 3 000 euros, en fait, il y a une partie substantielle des Français, ça représente leur épargne. Donc ils vont juste se casser et voilà. Ah ok, on va peut-être considérer une monnaie fondante alors. Tu vois très bien où ça va, ce genre de truc. Ça va au modèle chinois. Tout le monde le sait. Mais politiquement, moi je trouve ça extrêmement effrayant d'avoir effectivement Christine Lagarde qui vient sur scène dire « Nous sommes en retard sur la Chine ». Qu'est-ce que ça veut dire on est en retard sur la Chine ? C'est quoi ton modèle là-dedans ? C'est la partie sociale ou la partie financière ? Je n'ai pas trop... c'est le capitalisme national. Parce qu'avant le CBDC chinois, tu sais très bien que Alipay et l'autre, ils sont deux. Tu as deux monopoles, c'est des entreprises, mais en fait, c'est géré par l'État. Et là, ils commencent déjà à aller sur du CBDC. Donc, c'est du capitalisme national. Le problème, c'est que la Chine, il n'y a qu'une Chine, alors qu'en Europe, tu as plein de pays différents qui ont peut-être un avis sur la question totalement différent aussi. Est-ce que tous les pays d'Europe ont envie de rentrer dans ce game-là aussi ? Mais parce que... on ne leur demandera pas leur avis. Parce que, justement, c'est ça qui est marrant dans le modèle européen, c'est que quand... À la conférence du Louvre, là, la fameuse, tu avais quand même Jérôme Powell et Christine Lagarde et Villeroy de Gallo et Ravi, je ne sais plus comment il s'appelle, pardon, c'est le mec de Singapour. Jérôme Powell, on lui demande la CBDC, t'en penses quoi ? Il dit, moi j'ai fait mon étude d'impact, en gros, si on me demande d'en faire une, je sais ce qu'il faut faire. Cependant, je ne suis pas le pouvoir législatif, je ne suis pas le pouvoir exécutif, donc moi, c'est-à-dire, mon avis, on s'en fout, quoi. C'est pas à moi d'avoir un avis. Ça, c'est très bien comme position. C'est-à-dire, il est prêt, mais c'est pas à lui de juger. Et ça, je suis assez aligné avec ça. Christine Lagarde, elle n'a pas eu la même réponse. Christine Lagarde, je crois qu'il y a 1 mois ou 2, elle a suggéré à la Commission de proposer une loi pour rendre l'euro numérique nécessaire. Oui, mais c'est ça, mais c'est une façon très européenne de faire les choses. Alors, on a parlé des MNBC hier, Peter, je sais pas si tu as souvenir, et là, ouais, ça va. C'était pas le même pays, tu t'en souviens. On a parlé des MNBC pour la Chine, là, on commence à parler de MNBC pour le Royaume-Uni. J'ai l'impression que mes craintes, ce dont on avait parlé hier, est en train de s'avérer vrai. Ça soulève les vraies questions, et c'est vrai qu'on s'interrogeait hier suite au airdrop de MNBC en Chine. Il y a un rapport d'études de la Banque d'Angleterre et de HM Treasury qui explique donc l'utilisation et la détention des MNBC au Royaume-Uni. Donc ça soulève, comme tu le disais en introduction, des grandes questions sur la propriété de son argent. Pour moi, c'est le point principal. La MNBC, même si, on le sait, de toute façon, la monnaie papier, même si elle t'appartient, en soi, le gouvernement demain peut décider qu'un tel billet va disparaître et tu ne pourras plus l'utiliser. Le Bitcoin, il a pour but de pallier à ça. Il a pour but de vraiment te donner à toi la propriété de, entre guillemets, ton argent. Je mets des guillemets sur argent parce qu'il y a des gens qui ne le considèrent pas, le Bitcoin, comme de l'argent réel. En gros, on apprend là dans ce rapport qu'ils vont empêcher de stocker les MNBC parce qu'ils ont peur qu'il y ait une fuite des capitaux des banques traditionnelles sur cet asset-là, si tu veux. Ouais. Donc c'est assez marrant parce qu'on pourrait transposer ça à la crypto quand les banques crachaient dessus parce qu'effectivement, ils avaient peut-être peur que tout le monde transfère son argent des banques traditionnelles au crypto ou au bitcoin, c'est peut-être pour ça qu'il est temps de décrier. Mais là, ils se rendent bien compte qu'avec l'usage des MNBC, effectivement, ça risque de créer 2-3 conflits en termes d'utilisation. Donc l'idée de ce rapport, c'est de voir effectivement comment ils vont le mettre en place et quels seront les bons et les mauvais côtés de la mise en place. On apprend qu'ils vont limiter à 10 000 pounds en MNBC pour que justement on ne fasse pas de l'ombre aux banques traditionnelles. Ouais, de toute façon, c'était le gros problème des banques, même qui en discutent encore aujourd'hui, qui sont en train de négocier justement avec les gouvernements.
elles ne veulent pas perdre le monopole, entre guillemets, de l'argent, et elles risquent de se retrouver dans la panade si les MNBC se démocratisent complètement, en fait. Hein. La banque, Bah, si on elle va abandonne servir le à quoi? système traditionnel. C'est ça, Voilà, la banque ne servira c'est plus le à rien. risque. Mais C'est exactement le risque. après, tu vois, le fait que cet article met quand même en avant les dérives que peuvent avoir les MNBC, le fait qu'elle puisse empêcher déjà d'avoir trop de MNBC sur son compte, c'est déjà... Ah, c'est déjà un cas d'usage dans le fait de restreindre l'utilisation de ton argent. C'est ça. Clairement, Exactement. on le voit là. Donc là, c'est étayé, hein, on vient d'expliquer, mais il n'empêche que c'est une manière de brider finalement l'utilisation de ton argent. Tu lui expliquais tout à l'heure qu'avec le cash, ils peuvent retirer des billets, mais enfin, c'est compliqué de t'enlever l'argent que tu as coffré dans ta poche. Et c'est ça. Tout l'intérêt, c'est qu'il n'est pas coffré dans ta poche, il est Et numérique. tu dois... Donc si même on doit lui donner une durée de vie, c'est-à-dire que voilà, cet argent-là, il doit être gaspillé, parce que c'est un peu ce qui est dit dans l'article. Hein. On veut que l'argent circule, on veut qu'il soit utilisé, en tous les cas dans la première phase de test. Et donc c'est ce qui fait qu'ils veulent pas que les utilisateurs gardent l'argent, parce que ça aurait pas un bon effet par Tu rapport pourras à pas faire l'utilisation. d'épargne avec des MNBC parce qu'ils pourraient, comme tu as dit, Exactement. limiter la durée de vie de la MNBC. Le problème, c'est que si tu es dans un gouvernement legit démocratique, tout va bien. Tu peux quand même discuter avec, tu peux quand même empêcher certaines règles qui pourraient dériver. Plus ou Par moins. contre, si tu tombes dans une tyrannie du jour au lendemain, comment on fait? Est-ce qu'il y a une police qui va venir nous aider? Est-ce que la Non, non. Interpol va intervenir comme il veut intervenir dans les crypto-monnaies? Non, je ne pense pas. La Fed, donc nous avons Jérôme Powell qui a eu un discours hier et qui nous confirme que justement on va se diriger vers une inflation qui va diminuer et que ce sera l'année de 2023 qui sera significative dessus, ce qui est plutôt positif. Mais à côté, on commence à avoir un double discours qui se met en branle avec, encore une fois, le discours d'hier où il rappelle le fait que, en effet, il va falloir avoir des augmentations de taux pour pouvoir continuer à être restrictif et à maintenir la baisse de l'inflation. Et justement, il continue à dire quelque chose de très important, c'est que si jamais les données continuent à être plus intéressantes et plus fortes que prévu, ils vont continuer à augmenter les taux plus. Donc là, on a quoi? Nous avons clairement le 0,5 qui est remis sur la table, et il va même encore plus loin en disant que si le marché de l'emploi est si fort que ça, bah à ce moment-là, on devra donner des directives plus fortes. Ça veut dire concrètement quoi? Ça veut dire qu'il va falloir surveiller vraiment les taux d'emploi. Si le taux d'emploi continue à chuter, donc ça veut dire que le taux de chômage continue à chuter. Pour rappel, on est bientôt à un des plus bas depuis très longtemps. Je crois que j'avais lu les 50 dernières années, on ira voir ça dans l'hebdomadaire. Mais globalement, on est sur un niveau très bas, et donc forcément on a tendance à penser que pour pouvoir limiter l'inflation, il faut que le taux de chômage monte. Bah là ce n'est pas le cas, on n'y arrive pas, en tout cas malgré les augmentations, ça ne se fait pas, malgré le fait que oui, ça prend du temps à se distiller dans l'économie réelle, cette augmentation de taux. Voilà, ça fait plus d'un an, donc on est déjà dedans, on est totalement dans cette partie de l'économie a pris en charge cette partie d'augmentation de taux, et pourtant derrière, bah il y a rien qui se passe, et c'est ce qui inquiète peut-être aussi Powell, et qui se dit bon bah du coup on peut monter encore plus haut, on peut monter encore plus fort, et donc on a eu le 0,5 qui est revenu sur le tapis pour la prochaine augmentation. Après il est vrai qu'ils ont peut-être tendance à vouloir accentuer cette partie-là pour pouvoir calmer un petit peu aussi les marchés financiers qui n'ont pas envie de croire justement la Fed et l'augmentation potentielle des taux. La première étape, c'est lorsque la Réserve fédérale ralentit les augmentations de taux d'intérêt. Autrement dit, la première étape du pivot de la Fed se termine très bientôt, le 22 mars ou le 3 mai. Après la première étape, la deuxième étape, assez facile, mais la deuxième étape du pivot de la Fed commencera lorsque la Fed prendra une pause dans ses augmentations de taux d'intérêt. Pas d'augmentation, pas de réduction, juste une pause. Il se passe pas grand chose, ils maintiennent simplement les taux d'intérêt au même niveau. Un point qu'il faut comprendre, un point que je trouve important, cela veut également dire que sur les réunions du mois de juin et du mois de juillet, il se passera pas grand chose. Il se passera quasiment que dalle. Ils vont nous dire que vous savez que nous maintenons les taux d'intérêt, pas d'augmentation, pas de diminution. Nous allons maintenir les taux d'intérêt à ce niveau. L'objectif est toujours de combattre l'inflation. Bla 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 bla. Ils vont dire que les futures décisions dépendront des données sur l'inflation, des données sur le chômage, etc., etc. Bla bla bla. Rien de bien fou. Donc la deuxième étape qui sera
une pause, qui sera normalement une pause. Il se passera pas grand-chose, il se passera rien du tout. On pourra partir en vacances tranquillement. Puis après la deuxième étape, la troisième étape, encore une fois, génie, je suis un génie. La troisième étape, tu le comprends assez facilement, ce sera lorsque la Réserve fédérale commencera à réduire les taux d'intérêt. Le marché s'attend à ce que la troisième étape commence le 20 septembre, le 1er novembre ou le 13 décembre. En gros, en 2023. Mais souvenez-vous, la Réserve fédérale a dit que cela n'arrivera pas en 2023. C'est pas moi qui le dis, petit youtubeur, c'est Jérôme Powell qui l'a dit la semaine dernière. Mais le marché pense le contraire. Sur les 10 cycles de resserrement monétaire depuis 1961, 7 sur 10 ont causé une récession. Seulement les cycles de 1971, 1984 et 1995 n'ont pas causé de récession. Donc, essentiellement, lorsque la Fed resserre sa politique monétaire ou a resserré sa politique monétaire au cours des 60 dernières années, elle a causé une récession 7 fois sur 10. Maintenant, vous vous demandez sûrement si ce cycle-ci va entrer dans l'histoire comme étant le 4e atterrissage en douceur depuis 1961. Malheureusement, j'ai des mauvaises nouvelles pour vous. À chaque fois que le cycle de resserrement monétaire a provoqué une inversion de la courbe de rendement sur les maturités 3 mois et 10 ans, l'économie est entrée en récession. Autrement dit, pour les 3 cycles de resserrement monétaire où une récession a pu être évitée, soit 71, 84 et 95, la courbe de rendement ne s'est jamais inversée. Actuellement, la courbe de rendement est inversée et ce depuis octobre dernier. Par contre, pour l'instant, soyons honnêtes, il n'y a pas nécessairement de récession en vue. Ce n'est pas pour autant incohérent avec les scénarios récessionnistes que j'ai étudiés. Normalement, le taux directeur de la Fed atteint un sommet en pleine récession, comme en 74 ou 80, ou quelques mois avant que celle-ci commence, comme en 69, 81, 89, 2000 et 2007. En moyenne, la récession suit l'inversion de la courbe dans les 14 mois qui suivent. Étant donné que l'inversion a débuté en octobre 2022, la récession pourrait se montrer le bout du nez seulement fin 2023, début 2024. Maintenant, la question qui se pose, c'est que va-t-il se passer? Que va-t-il advenir de la suite pour le dollar? En effet, ce dernier a effectué un retracement jusqu'à aujourd'hui de 50% de l'impulsion haussière qu'il avait entamée depuis 2021. Et on voit que sur ce niveau des 50%, on a une réaction vraiment immédiate, vraiment forte. Là, je suis en 3 jours, mais regardez si je me mets par exemple sur du daily, on enchaîne aujourd'hui une 4e journée consécutive dans le vert pour le dollar, qui repasse au-dessus de sa Tenkan et au-dessus de sa Kijun. Donc, attention, ça commence à être haussier pour le dollar. Pour le moment, je dis bien, Bitcoin s'en sort bien. Bitcoin résiste bien à ce rebond du dollar. Même si, effectivement, on a eu une petite baisse ces derniers jours, pour le moment, c'est pas catastrophique. On a vu des moments où dès qu'on avait un dollar qui montait, Bitcoin chutait très fortement. Pour le moment, ça semble tenir le coup. Vous avez sous les yeux, en bougie japonaise hebdomadaire, le cours du Bitcoin, que vous reconnaissez donc avec son petit rebond de 16 à 24. Les taux d'intérêt, j'ai pris le rendement obligataire à 2 ans des États-Unis, j'en ai parlé la semaine dernière. Maintenant, regardez bien, s'il vous plaît. Le point haut du Bitcoin, le point haut du bull market, qui à l'époque fut à 69 000, 70 000 $, ça fait rêver, mais bon, ça fait rêver. Les acheteurs. Regardez bien à quoi ça correspondait. Ça correspondait, donc je vous l'ai montré, à une inflexion haussière des taux d'intérêt, mais surtout en orange. Vous avez le dollar américain face à un panier de devises, le DXY, celui que je vous ai montré avant, bien regardez. C'était la validation d'un double creux chartiste. C'est quand même c'est tellement beau l'analyse technique. C'est aussi beau que le temps qu'il fait actuellement, ce grand ciel bleu, ce beau soleil. Regardez bien. Un creux, 2 creux, ligne de coup, validation du double creux. Dans les bouquins d'analyse technique, c'est une figure de renversement haussier. Derrière l'explosion haussière du dollar US, ça correspondait au point haut du cours du Bitcoin. La combinaison du renversement haussier des taux d'intérêt avec le double creux du dollar américain donnait les facteurs cross-asset de renversement baissier du cours du Bitcoin. Et donc, le dollar US a beaucoup baissé depuis octobre dernier. Bitcoin aurait dû rebondir, mais Bitcoin n'a pas rebondi parce que non seulement il ne le voulait pas, il voulait pas nous faire plaisir, mais bon, surtout parce que l'affaire FTX est arrivée, créant une crise de confiance structurelle, mais ça on a compris pourquoi. Et depuis donc quelques séances, regardez, le dollar rebondit. Je m'attendais moi à ce que ce rebond du dollar provoque un repli au moins à 21 000. Ça a bien tenu, ça va peut-être pas tenir longtemps, on verra bien, mais c'est l'enjeu
dès toute prochaine séance. D'ailleurs, le dollar US teste maintenant une résistance. S'il pouvait retomber, ce serait pas mal pour le marché crypto. Donc on peut voir que le Bitcoin est comprimé dans un étau entre la moyenne mobile 50 monthly qui est au 23 166 $ ici et la moyenne mobile 300 daily qui est au 22 659 $. Hier, le prix est resté entre les deux. La bougie a clôturé plus proche de la 300 daily. Pourquoi? Parce que la 50 monthly, c'est une moyenne mobile qui est plus grosse. 50 mois fois 30 jours à peu près, c'est 1500. Tandis qu'ici, c'est la 300. Donc la 1500 est un peu plus puissante en termes de moyenne que la 300. C'est tout à fait normal. Donc hier, bougie rouge illuminée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça pue un peu. Aujourd'hui, bougie verte illuminée, qui peut contrebalancer la bougie rouge illuminée, ça veut dire que ça peut sentir bon. Bon, nous, on se ziote quoi? Ben, on se ziote tout simplement qu'est-ce qu'on peut éclater. Il faudrait éclater les 23 200 pour dire « Ah, ça fait du bien ». Alors, on clôturait daily au-dessus et se dire « Bon, ben la moyenne mobile 300 daily a gagné, on clôture au-dessus de la 50, tout va bien ». Par contre, si on perd les 22 650 $, qu'on clôture une bougie rouge dessous, ça sentira pas bon. On pourra se faire retenir par deux supports, le bas de la bande de Bollinger au 21 900 $ et la Kijun ici au 21 514. Donc, en gros, les 21 500 si tu veux. Si jamais on perd, j'ai envie de te dire, même la bande de Bollinger au 21 000, elle est 900 $ par une bougie rouge pas belle, c'est écartement de la bande de Bollinger en daily par le bas, effet toboggan et on pourra aller chercher, pourquoi pas, la 300 daily ou 18 500 $. La 300 weekly, pardon, la moyenne mobile de la moyenne du prix du Bitcoin sur les 300 dernières semaines. Ça, c'est scénario bear. En fait, ce qu'il faut retenir surtout là, c'est qu'on a les bandes de Bollinger qui sont très resserrées parce que la volatilité, ça fait quasi 3 semaines qu'elle est écrasée. Il se passe rien, tu vois. Le Bitcoin est un stablecoin depuis 3 semaines, quasi 3 semaines. Donc, les bandes de Bollinger s'écrasent, se compriment, tu vois, une vers l'autre. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, le prix va exploser ou à la hausse s'il explose les 24 000 $, ou à la baisse s'il explose les 22 000 $, en gros. Mais je pèse mes mots, je dis bien exploser. Pour exploser les 24 000, enfin pour faire une belle tendance haussière, il faut une belle bougie verte qui clate les 24, voire même les 25. Une bougie verte qui passe de 24 à 25 en une seule bougie, un truc bien grassouillé comme ça, là oui, c'est parti pour un effet ascenseur. On va chercher les 26, 27, 28, 30, voire même plus. Et au contraire, une bougie rouge qui commence au 22 000 et qui descend comme ça jusqu'au 21, une belle bougie rouge bien atroce, là, c'est direction minimum les 18 500, voire un nouveau plus bas. Et là, ça pue. Donc, les deux chiffres à retenir, c'est cela, c'est les 22 000, éclatage des 22 par le bas, éclatage des 24 par le haut. La chose importante que je voulais vous souligner dès à présent, c'est que là, maintenant, on ne peut plus l'éviter, on va croiser donc la MM50 sur la MM200. Et quand la MM50 passe au-dessus de la MM200, ceux qui ne le savent pas, ça s'appelle une Golden Cross. Voilà, le Golden Cross, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un signal puissant. Et à chaque fois que ça s'est produit, bon, ben là, vous voyez ici, on la voit qui repasse sur la MM200, donc ça fait le petit bull run qu'on a connu. On l'a... Celle-là, elle était magistrale, hein. Elle est magistrale. On a ici, là, ça a été le méga bull run, donc c'était juste après Covid. Alors attention, moi j'aime bien quand même que ces modèles-là, c'est sur 2 ou 3 ou 4 répétitions qu'on connaît, même si dans l'historique, on voit que il y en a eu 6 ou 7 Golden Cross. Mais elles peuvent vite aussi s'invalider, on en voit. Voilà, ici, il faut savoir que c'est pas l'alpha et l'oméga. Ici, elle s'est invalidée avec un énorme Black Swan qui était le Covid. Mais une fois que la mauvaise news, la bad news a fait son effet, la tendance a repris son cours et du coup, la Golden Cross est revenue. On est passé de la Death Cross à la Golden Cross. Donc ça reste quand même un bon indicateur et pourquoi je vous en parle? Parce que ça fait partie des indicateurs momentum qui ne s'invalident pas en 2 jours. Si vous prenez des momentum qui ont une portée de plusieurs jours, voire semaines, ça nous donne et ça nous rassure un petit peu plus sur la visibilité court et moyen terme. De casquette tous les jours. Exactement. Donc c'est pour ça que je vous en parle, malgré que le marché dévisse depuis 48 heures. Déjà ici, vous le voyez, sur une optique un peu moyen terme, le Bitcoin évolue au sein d'un range. Depuis le mois de mai, on a 2 bornes, les 15 000 $ et les 25 000 $ environ. Donc on teste le support, la résistance. Actuellement, si je zoome, vous le voyez, on commence clairement à arriver sur des niveaux de retournement sur le prix du Bitcoin, des niveaux de résistance. On a déjà la résistance symbolique des 25 000 $, mais également la borne haute des bandes de Bollinger qui se trouve justement pas très loin à 26 000 $. Donc on a vraiment une petite marge de manœuvre. Ensuite, idéalement, ce qu'il faudrait, c'est d'avoir une consolidation
consolidation. Comme toujours, on consolide en dessous des 25 000 $. Et ensuite, si on casse la résistance des 25 000 $, là, on aura le gros signal d'achat pour l'année 2023. Pour l'instant, on n'y est pas. Finalement, ce qu'on a eu depuis le début de l'année, c'est simplement un léger rebond au sein d'une tendance fortement haussière. Vous le voyez, le Bitcoin est à 70 000 $. On corrige fortement. Ici, on a un rebond qui vient chercher plus ou moins la bande haute des bandes de Bollinger. On n'est clairement pas à l'abri de buter sur cette résistance et ensuite d'aller retester le support. Donc, pour le moment, ça ne reste qu'un range, même si depuis le début de l'année, la hausse qu'on voit sur les crypto-monnaies, c'est clairement prometteur, mais pour le moment, le vrai signal moyen terme n'est pas encore validé. Alors évidemment, la consolidation dont je vous parle, il faut qu'elle dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais elle a déjà commencé à se dessiner si on part sur des unités de temps plus courtes, comme l'unité de temps daily. Vous le voyez, on retrouve notre range à moyen terme. On voit qu'on se rapproche du niveau de résistance, mais on est encore dans une consolidation. Des bandes de Bollinger qui sont très resserrées. Donc la consolidation est en train de se faire, mais pour le moment, on n'a pas de signal d'achat. On avait effectivement un signal d'achat plus tôt en début d'année, mais pour le moment, à moyen terme, on n'en a pas. On est toujours au sein d'un range. Donc il faut qu'on consolide davantage, qu'on casse le niveau de résistance, et donc là, ça sera un nouveau signal. Attention, pour le moment, on a plutôt des signes d'affaiblissement sur le Bitcoin. Pas de panique, pour le moment, on est encore à 23 000 $. Mais attention, parce qu'on a la consolidation, on a des bandes de Bollinger qui sont très resserrées. Donc si on repasse en dessous ici du niveau des 22 300 $ environ, avec une bougie d'impulsion, on risque de retracer une bonne partie de la hausse. Donc entre 22 000 et 22 300 $ sur le Bitcoin est à surveiller en unité de temps daily. Ça a du mal à passer. Ici, qu'est-ce qui nous embête en réalité sur Ichimoku Kinkoyo pour qu'on commence un petit peu à travailler? On l'avait vu ensemble, je crois que c'était pendant le live, me semble-t-il, ou samedi, je sais plus quand est-ce qu'on avait vu ça. C'était la semaine dernière, donc ça bloque bien au niveau de notre Shikunspan. C'est la Shikunspan qui donne le signal. Tant qu'il n'a pas donné le signal, eh ben on peut continuer à consolider, voire retracer un petit peu pour aller chercher des résistances. Juste là, enfin, précédente résistance, devenue support, 20 500 $. Donc tant qu'on n'a pas le signal intégral, hein, le fameux signal intégral, on fera s'affranchir au niveau du prix par rapport à notre Shikunspan. On avait tenté de le faire ici, on a été bloqué en fait par rapport au... On le voit très très bien, hein, que c'est un tout petit monde monté là. On a été bloqué par la Tenkan ici, on a été rejeté, et puis actuellement on essaie de la traverser tout doucement. Donc ça peut transpercer, il n'y a pas de problème que ça. Ça peut faire aussi le petit tour ici pour aller chercher notre résistance. Hein. Donc on a une double résistance, Shikuspan résistance, et ici au niveau de la Tenkan Kijun résistance et aussi moyenne mobile, M20 en trimestriel. Donc c'est bien la moyenne mobile 20 trimestrielle. Je vous la mets juste ici, boum, et vous l'avez par là. Je peux scaler maintenant. Je suis tout effacé. Est-ce qu'on la voit notre moyenne? Voilà, elle est juste ici, notre moyenne mobile 20 périodes en trimestriel, hein, tout simplement. Ok, donc là vous l'avez là, donc des magnifiques confluences, ça risque de monter au mois de mars prochain, fin mars prochain. Donc bon, beau petit support juste ici, et puis on peut revenir dans le passé. En réalité, on avait eu exactement le même phénomène, juste là. Le signal intégral nous avait été donné ici. D'accord? Juste là. Donc on peut continuer à ANG quelques semaines, hein. Il y a enfin 2-3 semaines, hein. C'est pas complètement délirant, hein. Vous l'avez là, hein. Ça a bien travaillé pendant quelques semaines, et puis après derrière on continue dans le déni à apprécier ce petit rallye printanier jusqu'à l'été, hein. Voilà. Juillet 2023. Pensez peut-être à prendre des profits si ce n'a pas été fait et si Bitcoin nous a proposé de se retrouver ou dans une zone de rechargement, de vente logique, long terme de tout le précédent mouvement par rapport au bear market. Bingo! 618, juste ici. Personnellement, je sécuriserai ma position sur toutes mes crypto-actifs préférés qui aura probablement bien pumpé d'ici là. Si on reprend en fait des espèces de fractales par rapport à la cyclicité du marché, généralement ce sont les cryptos qui pumpent et Bitcoin suit. Bitcoin suit, finit le mouvement, si vous voulez. Donc il faudra être très patient. Et c'est pas ce qui s'était passé d'ailleurs en 2018, parce que Ethereum avait beaucoup moins performé que Bitcoin en réalité par rapport à leur précédent ATH. Il avait été beaucoup plus vigoureux par rapport à tout le bull run, Ethereum vis-à-vis de Bitcoin, on peut complètement se l'accorder, mais il avait rebondi moins fort. En tout cas, il n'était pas retourné dans une zone de rechargement de vente, il était arrêté sur le premier arrêt au niveau d'Ethereum. Voilà, quelques petits billets psychologiques de plus, mais c'est ici que vous aurez votre signal intégral si on vient à tout péter, et on peut tout péter maintenant ou un peu plus tard. Il n'y a pas de problème avec ça, on peut tout casser, mais il va falloir envoyer. Sinon, on prendra un tout petit peu plus de temps, mais la direction pour moi est prise, la direction sera haussière. Bear, faites attention. On va parler ensuite de Interpol. Interpol, en fait, ils viennent d'annoncer qu'ils comptent vraiment travailler sur le métaverse et faire en sorte d'avoir une autorité aussi sur le métaverse, de pouvoir réguler ou de contrôler, d'investiguer sur les crimes qui ont lieu sur le métaverse. Donc c'est assez étrange parce qu'ils disent c'est pas du tout la même chose, hein. Un crime dans le monde réel, un crime sur le métaverse. Ils donnent l'exemple, est-ce que
Est-ce que, je sais pas, est-ce que le harcèlement, est-ce que c'est la même chose dans le monde réel ou dans le monde virtuel? Si quelqu'un vous suit en permanence sur le métaverse, est-ce que c'est du harcèlement? Enfin bon, il y a plein d'exemples qui donnent, et ça serait intéressant de voir justement est-ce qu'ils ont le droit, est-ce qu'ils vont le faire, est-ce qu'ils vont venir enquêter sur des crimes dans le métaverse. J'attends de voir en fait comment ça va se passer. Est-ce que c'est juste un coup marketing? On va voir. Pour l'instant, je pense que c'est trop tôt, mais c'est quelque chose qui va finir par se développer si jamais le métaverse devient vraiment quelque chose de généralisé. Encore plus proche de nous, Amazon, donc le A de GAFAM, veut se lancer dans le métaverse avec son propre casque de réalité virtuelle et augmentée. Donc c'est hyper intéressant, c'est très récent. Ça date de l'année dernière, mais ça s'est accéléré cette année-là. Et bien évidemment, c'est un peu la bataille. Ce qu'il faut comprendre aussi avec le GAFAM, c'est que ces 5 sociétés, je sais plus combien ça fait, mais c'est des milliers de milliards de dollars. Ça veut dire que juste Apple, c'est 2000 milliards. Si on prend les 5, je sais pas, c'est une force de frappe peut-être de 10 000 milliards de dollars. Tout le secteur des cryptos, c'est même pas 1000 milliards de dollars. Donc eux, vraiment, ils ont une énorme force de frappe. Amazon aussi arrive avec un casque de réalité virtuelle. Et ça s'est accéléré ces derniers temps encore. Et donc on commence directement par parler du Super Bowl puisqu'il n'y aura aucune publicité liée plus ou moins à la crypto cette année au Super Bowl. Rappelez-vous l'an dernier, on avait appelé le Super Bowl le Crypto Bowl, tellement il y avait eu de pub et tellement les annonceurs crypto étaient surreprésentés, notamment Coinbase et FTX. Rappelez-vous, Coinbase, ils avaient diffusé un QR code pour offrir 15 balles à n'importe qui le flashait, du coup le site a crash, c'était un gros bordel. FTX, ils avaient fait une pub humoristique, enfin c'était vraiment, c'était un petit peu la saison de la crypto. Depuis bien sûr FTX, ça a mis la merde partout, c'est la cata, et en fait beaucoup d'acteurs du Web 2 se désolidarisent en fait de tout ce qui touche de près ou de loin à la crypto. Donc du coup il y a un gros souci par rapport à tout ça. Il y a un gros boulot aussi pour du coup récupérer la confiance des gens. Mais, ce qui est très intéressant, c'est que regardez ce spot de 30 secondes. Je vous mets que le début, hein. Mais ce que vous voyez actuellement à l'écran va être diffusé au Super Bowl, donc le 12 février. Ça va être diffusé. Et qu'est-ce que c'est en fait? C'est un projet crypto, entre guillemets, on va dire plutôt Web 3. En fait, c'est un projet NFT et qui est gratuit. Du coup, entre guillemets, il n'y a pas ce risque-là de se dire que les gens vont dépenser de l'argent, vont perdre de l'argent dans des produits financiers risqués, parce que là, c'est gratuit. Donc pour moi, l'enseignement, comme je l'ai dit de façon un petit peu, un petit peu heurtée, un petit peu agressive sur le côté si vous n'y croyez pas, bonne chance. Je pense qu'à l'inverse, en fait, il faut être très curieux face à ça. Déjà parce que les NFT et le Web3, ça commence juste. Donc ça veut dire, ne vous fiez pas uniquement à ce que vous entendez parfois dans les médias traditionnels notamment, et ne vous fiez pas uniquement à ce côté spéculatif, etc. Il y a beaucoup plus de choses que ça, il y a beaucoup plus de matière, il y a beaucoup plus de profondeur, et surtout il y a un potentiel énorme. C'est-à-dire que moi, chaque matin, quand je me réveille et que je pense à quelque chose, à un problème particulier, souvent, je trouve une solution quasiment immédiatement grâce au Web3 et grâce au NFT, grâce à la crypto, grâce à des choses comme ça. Donc ça veut dire que vous soyez artiste, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez éducateur, que vous soyez donc professeur, étudiant, élève, n'importe quoi, et même grands-parents, c'est un univers génial qui ne demande qu'à être exploré et qu'à être découvert. Et encore une fois, l'objectif de la NFT Factory à Paris, en face du centre Pompidou, c'est ça. C'est vous aider, même si vous débutez, même si vous êtes juste curieux, c'est de venir ici, de poser des questions, d'assister à des conférences, de commencer à créer un compte Twitter ou autre chose pour suivre quelques personnes, et puis apprendre. Et puis peut-être que vous-même, dans 1 an ou dans 2 ans, c'est peut-être vous qui feront l'interview à ma place pour parler de votre projet et pour parler de ce que vous êtes en train de faire dans le Web3. Donc venez. Pour finir, j'ai aussi tenté The Harvest. C'est un shooter à la 3e personne avec des éléments de MOBA et de Battle Royale. Vous avez le choix entre plusieurs personnages qui ont chacun leurs propres caractéristiques. Vous arrivez sur une map avec des points à prendre. Ces points sont gardés par des mobs et constituent l'aspect PvE. En les tuant ou en tuant le golem au milieu de la map, vous allez pouvoir gagner de l'essence qui vous permettra d'améliorer votre personnage et donc votre NFT pour lui donner de la valeur. C'est actuellement en bêta ouverte, donc vous pouvez toutes aller le tester directement sur Steam. Le jeu a gagné les Game Choice Awards sur les awards de Pokla Starter et franchement je comprends pas trop ce qu'ils ont pu lui trouver pour l'instant. Les maps sont assez vides, les personnages ne sont pas du tout équilibrés et on ne comprend pas vraiment où on en est dans la partie, il y a parfois des murs invisibles, bref je m'attendais à vraiment mieux. Ça reste fluide et assez jouable mais c'est franchement passable pour le moment en tout cas. Tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.